pourcentage de perte de la fonction diaphragmatique qui était aux alentours de 70%. C'est la même chose pour PImax et SNP en fonction des seuils qui sont utilisés. Ce que vous voyez également, c'est que très clairement, PImax va chuter avant la chute de la capacité vitale qui est plus tardive. Donc la capacité vitale, alors que c'est l'indice qui est le plus utilisé, il est probablement un assez mauvais reflet de la santé diaphragmatique ou en tout cas trop tardif. Et PImax et SNP sont des meilleurs reflets, bien qu'ils soient parfois difficiles à utiliser dans le quotidien. Dernier élément qui justifie la refonte de ces recommandations pour la mise en place de la ventilation non invasive, c'est quelques données qui sont très éparses dans la littérature mais qui sont existantes pour dire qu'il y a probablement un bénéfice à débuter la ventilation non invasive de façon précoce chez les patients SLA. Ici, vous avez des données d'une étude rétrospective qui a été faite en Italie par des spécialistes de la ventilation chez le neuromusculaire. Et dans leur cohorte, ils ont pris les patients SLA qui avaient été ventilés de façon très précoce, alors que la capacité vitale était encore normale, supérieure à 80%. Et puis des patients qui ont été ventilés un petit peu plus tardivement, alors que la capacité vitale était en dessous de 80% de la théorique, à la mise en route de la ventilation non invasive. Et vous constatez ici sur les courbes de survie qu'il y a très clairement un effet de la ventilation non invasive sur la survie quand on la met en route plus précocement. La problématique de cette étude, c'est qu'elle est rétrospective et qu'actuellement, on n'a pas pu reproduire ces résultats puisqu'il y a des études prospectives qui ont été lancées dans différents pays, en France, en Espagne et en Italie, après la publication de ces résultats, mais que toutes ces études ont été interrompues, faute de recrutement, puisque les patients qui ont une capacité vitale supérieure à 80% de la théorique ne sont pas symptomatiques et en règle générale refusent la mise en route de la ventilation non invasive, ou s'ils acceptent la ventilation non invasive, la laissent sur la table de nuit et ne l'utilisent pas. Donc, on n'a pas pu reproduire ces résultats. Donc, l'ensemble de ces éléments a fait réviser le seuil de la capacité vitale que je vais vous montrer juste tout de suite là maintenant. Et donc, on a décidé de réviser le seuil de la capacité vitale et globalement de considérer que les malades étaient éligibles et nécessitaient de réfléchir à la mise en place de la ventilation non invasive quand la capacité vitale chute en dessous de 80%. Quand la capacité vitale chute en dessous de 80%, on cherche d'autres arguments pour la défaillance diaphragmatique et notamment les enregistrements nocturnes peuvent nous aider. Vous savez que les enregistrements nocturnes qui sont faisables facilement à la maison, il y en a de deux types. Il y a l'oxymétrie nocturne et la capnographie transcutanée. L'oxymétrie nocturne, elle était recommandée jusque-là pour tous les patients tous les 3 mois en surveillance, pendant la surveillance respiratoire chez les patients SLA. On fait une oxymétrie nocturne théoriquement tous les 3-4 mois. Cette oxymétrie nocturne, elle a deux intérêts. Elle a un premier intérêt qui est de rechercher cet aspect-là en dents de scie, qui est typique des apnées du sommeil, puisque la prévalence des apnées du sommeil est augmentée chez les patients SLA, probablement en rapport avec une atteinte bulbaire de la maladie, mais il y a en tout cas un pourcentage plus fréquent que dans la population générale de syndrome d'apnée du sommeil. Et puis surtout, ce qu'on recherche, c'est ce deuxième aspect qui traduit la faiblesse diaphragmatique et qui va, lui, se manifester comme des désaturations en plateau pendant le sommeil paradoxal. Et on considère que c'est typique d'une hypoventilation alvéolaire en sommeil paradoxal si la désaturation dure plus de 5% de l'enregistrement, en dessous de 90%. Et on a conservé ce seuil très classique de définition de l'hypoventilation alvéolaire au cours du sommeil paradoxal. Vous savez qu'on a fait des progrès maintenant et qu'on peut proposer aux patients de faire une capnographie transcutanée. Pourquoi faire une capnographie transcutanée? Parce que l'oxymétrie nocturne n'est pas un examen qui est très sensible pour la détection de l'hypoventilation alvéolaire. Et vous voyez que quand on a des gaz du sang normaux ici dans cette étude, 20% des patients sont hypercaptiques la nuit. Et que quand on a une oxymétrie normale, en fonction du seuil que l'on utilise pour interpréter l'oxymétrie, entre 15 et 30% des patients ont une hypoventilation nocturne. Donc l'oxymétrie n'est pas un examen qui détecte de façon très sensible l'hypoventilation alvéolaire au cours du sommeil paradoxal.
On a mieux fait, mais on fait ça avec un capnographe transcutané. La problématique du capnographe transcutané reste qu'il est quand même relativement coûteux et fragile, qui nécessite un déplacement du prestataire au domicile pour l'utiliser et que le parc des capnographes est encore un peu limité. Et puis surtout qu'on a des problèmes parfois d'interprétation, notamment pour les tracés qui sont faits au domicile, qui font que la capnographie reste un outil qui est réservé aux pneumologues experts et que pour les neurologues notamment ou pour les infirmières référentes de centres SLA, c'est un outil qui est de maniement un petit peu plus difficile. Je vous rappelle que le principe est de poser donc une électrode sur l'oreille ou sur le front. Cette électrode va chauffer et que la chauffe va vasodilater le capillaire de l'oreille ou du front et que, excusez-moi pour l'hélicoptère du SAMU, le CO2 du coup va diffuser à travers ce capillaire de l'oreille qui est vasodilaté. Le CO2 va diffuser jusque dans le liquide à l'intérieur de l'électrode. Dans le liquide à l'intérieur de l'électrode, le CO2 est soumis à une réaction chimique qui le transforme en bicarbonate qui va modifier le pH du liquide qui est à l'intérieur de l'électrode et c'est cette détection de pH qui est captée par le capnographe et qui nous est transcrite en une PtCO2 transcutanée. L'ensemble de ces étapes biochimiques fait que la PtCO2 va plutôt détecter une tendance au cours de la nuit et que la capnographie transcutanée est bien capable de détecter des événements courts qui ne durent que quelques secondes ou quelques minutes comme les apnées du sommeil, mais qu'elle va permettre de détecter une élévation de la PCO2 au cours d'un changement de position ou d'un changement de stade de sommeil sans difficulté. C'est une technique qui est validée dans des populations très larges, en réanimation, chez les patients en phase gériatrique, chez les patients dans une population pédiatrique également, et puis chez les patients obèses. Donc, on peut utiliser sans limite particulière cette capnographie transcutanée. Cette capnographie transcutanée, elle a montré son utilité dans le suivi des patients neuromusculaires et on sait que lorsque la PCO2 transcutanée est élevée, ça prédit la mise en place de la nécessité d'une ventilation non invasive. Ici, ce sont des patients qui sont atteints essentiellement d'une maladie de Duchenne et pas des patients SLA, mais il n'y a pas d'études équivalentes chez les patients SLA. Le principal intérêt secondaire, je dirais, de cette étude de Onia qui a été faite à Garches en 2017, c'est d'illustrer la difficulté principale de la capnographie transcutanée. Et vous voyez que ces courbes sont compliquées, tout simplement parce qu'il existe énormément de seuils pour interpréter la capnographie transcutanée. Du plus simple, qui est ici le seuil de Ward, si la PCO2 maximale au cours de la nuit dépasse 49 mm de mercure, on considère que c'est pathologique et c'est peut-être un seuil qui est quand même un peu trop sensible, jusqu'au seuil le plus compliqué qui est le seuil qui est recommandé par la Société américaine du sommeil, qui voyez celui-ci, si la PCO2 est supérieure à 55 pendant au moins 10 minutes ou si elle augmente de plus de 10 mm de mercure, pendant plus de 10 minutes en dépassant 50 mm de mercure. Vous voyez la complexité déjà de l'utilisation de ce seuil. Et ce seuil, il est probablement, lui, au contraire, trop sévère et il laisse probablement sur le côté un certain nombre de patients qui hypoventilent. Mais vous voyez que le principal problème et qui fait la complexité au-delà des problèmes techniques purement de disponibilité de l'appareil, de déplacement du prestataire, de délai d'obtention de l'examen et de matériel consommable qui reste fragile et coûteux, c'est aussi derrière comment est-ce qu'on interprète la capnographie transcutanée sans tomber dans les pièges également de biais ou de valeurs comment ça s'appelle, de valeurs extrêmement bizarres. Parfois, ils donnent des valeurs qui sont incompréhensibles et qui sont complètement fausses sans qu'on puisse comprendre le mécanisme de ces valeurs fausses et les prédire. Raison pour laquelle la capnographie transcutanée n'apparaît pas en première ligne dans les nouvelles recommandations, tout comme la polysomnographie diagnostique, que là on va considérer comme un examen de recours
En gros, quand on ne comprend pas ce qui se passe ou si on a un vrai doute pour un malade, on peut aller jusqu'à la polysomnographie, mais il n'est pas question de faire des polysomnographies à tous les patients SLA régulièrement au cours de leur surveillance respiratoire pour déterminer le moment de la ventilation non invasive, d'autant que ça ne mesure pas, comme vous le savez, l'hypoventilation. Ça permet de diagnostiquer le syndrome d'apnée du sommeil et pour certains centres très spécialisés, qui ajoute un électromyogramme des muscles accessoires respiratoires. Ça permet de diagnostiquer l'insuffisance diaphragmatique, mais vraiment dans des conditions d'examen très spécifiques. Donc la nouvelle recommandation du coup devient celle-ci. D'abord, il faut souligner qu'elle fait la part belle aux symptômes, c'est-à-dire que si les patients ont des symptômes d'insuffisance diaphragmatique, c'est-à-dire une dyspnée au moindre effort ou une orthopnée, il y a une indication à la ventilation non invasive, quel que soit le reste des examens. Il y a également une indication à la ventilation non invasive s'il y a des signes cliniques ici de dysfonction diaphragmatique. Et les signes cliniques, je vous le rappelle, c'est la respiration abdominale paradoxale en position allongée et la contraction des muscles inspiratoires accessoires également en position allongée. Une fois qu'on a dit qu'on avait fait la part belle aux symptômes et aux signes de dysfonction diaphragmatique, vous voyez qu'on a révisé donc les seuils et que jusqu'à présent, le seuil de ventilation non invasive, c'était 50%. Il est devenu à considérer en dessous de 80% pour la capacité vitale et on a gardé bien évidemment la présence d'une hypercapnie au gaz du sang, une chute des pressions inspiratoires maximales PImax et SNP en dessous de 50% de la normale, un seuil pour l'oxymétrie nocturne qui n'a pas bougé, plus que 5% du temps d'enregistrement en dessous de 90. Et vous voyez qu'on a ajouté la capnographie nocturne transcutanée avec un seuil que l'on a choisi qui est de plus de 10% du temps au-dessus de 50 ou une maximale de capnographie transcutanée au cours de la nuit au-dessus de 55. Si vous n'avez pas l'ensemble de ces critères, on continue de monitorer. Si vous avez au moins la CV en dessous de 90 et un autre de ces critères, on commence à mettre en place la ventilation non invasive. Ici, vous avez sur le côté un petit rappel du coup de l'ensemble des examens qu'il faut réaliser régulièrement chez ces patients. Et globalement, tous doivent être faits tous les 3 mois, sauf les gaz du sang, parce que si vous avez un centre qui fait que des gaz du sang artériels, c'est un peu douloureux pour les patients. Et du coup, on peut négocier la réalisation des gaz du sang, au moins à la première évaluation, et puis en fonction des symptômes ou des anomalies fonctionnelles. Voilà pour ce qui est de la première partie de cette présentation qui était la mise à jour des seuils pour la ventilation non invasive. Ensuite, la deuxième partie très importante de cette ventilation non invasive, c'est comment bien faire à la mise en route et comment bien faire ensuite. Donc, pour la mise en route, il y a quelques recommandations qui ont été éditées par l'HAS déjà sur le choix du respirateur. Un tout petit mot sur le choix du respirateur. Vous savez qu'on a des respirateurs de niveau 1 sans batterie, de niveau 2 avec une batterie de l'ordre de 2 heures et puis de niveau 3 qui sont les ventilateurs avec support de vie. Ces ventilateurs avec support de vie sont en théorie réservés à l'utilisation chez les patients qui se ventilent plus de 16 heures par jour. Or, vous le savez, dans la SLA, l'évolution naturelle est à une aggravation lente et continue de l'insuffisance respiratoire qui va conduire les patients à devenir éventuellement dépendants de la ventilation non invasive 24 heures sur 24. Donc, un certain nombre d'équipes mettent d'emblée en place la ventilation non invasive en life support, ce qui est tout à fait possible. Et puis, d'autres centres choisissent de changer du niveau 1 au niveau 2 au niveau 3. Nous, on est plutôt sur un niveau 3 d'emblée parce que ça économise de l'éducation thérapeutique. Et puis, souvent, le niveau 3 est difficile à accepter pour les patients qui ont connu un niveau 1 qui est quand même bien plus léger, plus petit, plus pratique de l'humidificateur et ainsi de suite. Et ils sont très déçus d'arriver au niveau 3. Quand ils ont connu qu'un niveau 3, le choc est un peu moins rude au moment de passer avec le respirateur de niveau 3. Et puis, je vous rappelle la nécessité, quand ils sont à plus de 20 heures, de faire les paperasses pour le certificat EDF. L'autre point important pour ce qui est de la mise en route de la ventilation non invasive, et ça c'est probablement à initier le plus tôt possible, c'est de proposer aux patients une alternance de masques,
soit pour répondre à des problématiques de douleur ou d'irritation au niveau de l'arête du nez, soit pour répondre à des problématiques de vie quotidienne pour les patients qui doivent parler, manger, notamment sous ventilation non invasive. Donc c'est vrai qu'un certain nombre de ces patients vont avoir une mise en route à l'interface nasale ou buccale, notamment s'ils ont une atteinte bulbaire importante, mais il faut penser à leur proposer plutôt tôt dans l'évolution de la maladie une deuxième interface, peut-être pour la ventilation à la sieste ou pour alterner une nuit sur l'autre, notamment avec des interfaces bucco-narinaires qui protègent le nez. Les interfaces narinaires et la pipette buccale étant réservées à l'utilisation dans la journée pour les patients qui n'ont pas une atteinte bulbaire très importante et qui sont ventilés une grande partie de la journée et qui ont besoin de parler et de manger sous ventilation. L'autre point important, c'est de faire attention à choisir des attaches qui sont faciles à mettre et surtout faciles à enlever pour des patients qui vont développer ou qui ont déjà un handicap important des membres supérieurs. Ici, on a résumé un petit conseil pour la mise en place de la ventilation non invasive avec les paramètres initiaux de ventilation non invasive. Ce sont des patients qui sont réputés faciles à ventiler, en dehors des patients qui ont une atteinte bulbaire importante, pour lequel on a besoin d'une aide en général entre 8 et 10 cm d'eau. La PEP est très variable d'un patient à l'autre en fonction de l'atteinte glottique ou non. Et puis on conseille plutôt une fréquence respiratoire relativement élevée pour que les patients se reposent le plus possible de temps la nuit sur une fréquence respiratoire globalement élevée qui va les capturer. L'autre point très important sur lequel je voulais insister ce soir et pour terminer avec la ventilation non invasive, c'est ce point qui est important, c'est qu'une fois qu'on a détecté le bon moment pour mettre en place la ventilation non invasive et qu'on l'a mis en route de façon optimale, surtout c'est des malades qu'on n'abandonne pas et qu'il va falloir suivre régulièrement et il va falloir s'adapter au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, notamment parce que dans les patients SLA, on a quelques études dans la littérature qui sont robustes et qui sont les premières études qui sont parues, on ne les a pas encore pour les patients BPCO ni pour les patients obèses, qui disent que la qualité de la ventilation non invasive nocturne va influencer le pronostic de la maladie. Vous voyez que même dans un centre expert, puisqu'ici c'est un papier qui est sorti du Centre national de référence de la Pitié-Salpêtrière, quand on revoit les patients un mois après la mise en route de la ventilation non invasive, plus de 50% des patients désaturent la nuit et sont considérés comme mal ventilés en ayant au moins 5% de la nuit en dessous de 90%. La majeure partie des patients sont victimes de fuites et puis si vous avez d'autres anomalies respiratoires, des événements respiratoires nocturnes anormaux sous VNI, que ce soit une obstruction des voies aériennes, une diminution de la commande ou des asynchronismes qui sont quand même beaucoup plus rares. Ces patients qui désaturent la nuit sous ventilation non invasive à un mois de la mise en route de VNI, vous voyez que très clairement leur mortalité est fortement impactée par l'efficacité de la ventilation non invasive et que donc il faut faire les choses bien dès le début et puis ensuite il faut s'efforcer le maximum d'ajuster le tir. Ici, vous avez un autre événement qu'on enregistre fréquemment chez les patients qui ont une SLA. C'est un événement qui est parfois désaturant, parfois pas, parfois éveillant, parfois pas non plus, mais qui se manifeste de façon typique par une abolition de la commande centrale au départ. Vous voyez qu'ici, sur les sangles, pendant la chute de débit qui est suivie d'une désaturation significative ici, il n'y a absolument aucun mouvement sur les sangles, donc il y a une diminution de la commande centrale. Et puis ensuite, en fin d'événement, il y a des éléments que vous reconnaissez comme ici typiques d'une obstruction de la voie aérienne. Si on fait la fibroscopie sous sommeil induit, sous ventilation non invasive, chez ces patients, on va avoir un effondrement de l'ensemble de l'étage pharyngé, vous voyez, depuis l'arrière de la langue jusqu'à l'épiglotte et la glotte, les cordes vocales ici étant fermées. On a ces événements donc, qui sont à la fois liés à une diminution de l'eau-commande et à la fois liés à une obstruction mécanique de la voie aérienne. Ces événements sont eux aussi associés à une surmortalité. Ici, vous avez différents groupes de patients. Le groupe de référence, c'est le groupe 1 ici, qui n'a pas d'événements respiratoires nocturnes. Et vous voyez que quand on a des événements respiratoires nocturnes, mais que les docteurs font bien le job et qu'ils arrivent à les corriger,
la survie devient identique entre ces groupes 1 et 2, mais que quand on a des événements respiratoires nocturnes tels que je viens de vous les décrire et que malgré toute la bonne volonté du pneumologue, on n'arrive pas à les corriger, mais qu'il y a une différence de survie extrêmement nette avec les patients qui ont des obstructions des voies aériennes associées à une diminution de la commande qu'on n'arrive pas à corriger malgré l'augmentation de la pression expiratoire, le changement de MOSC, le changement de mode et ainsi de suite. Donc le deuxième point le plus important de cette recommandation, c'est que la qualité de la ventilation nocturne, elle a un rôle pronostique et que la survie est très clairement moindre si la ventilation nocturne est sous-optimale et que donc on continue de les voir tous les trimestres, plus ou moins rapprochés en fonction de si la VNI est difficile et mal tolérée et plus éloignée, bien évidemment, si la VNI se passe bien, qu'elle est bien supportée et que les patients ont une forme lente de la maladie. La recommandation va jusqu'à préciser de quelle façon il faut surveiller ces malades. Vous savez que la gazométrie nocturne et que la gazométrie artérielle et l'oxymétrie nocturne, c'était le package que l'on a toujours fait pendant des années pour dire c'est bon, le patient est bien ventilé. Il est maintenant largement démontré que ces examens nocturnes qui sont simples sont insuffisants pour détecter les anomalies sous ventilation non invasive et qu'il faut plutôt réaliser un relevé des données machines et examiner les données brutes du logiciel du ventilateur et qu'on le couple à une capnographie transcutanée, la polygraphie ou la polysomnographie sous VNI étant réservée aux cas les plus compliqués. Donc la première chose que l'on conseille de vérifier, c'est la présence de fuites et de corriger les fuites avant de s'intéresser au reste du tracé. Et puis ensuite, si vous êtes intéressé par cette partie-là, il y a toute une partie dans les recommandations sur la mise en place de solutions pour les patients qui ont une instabilité de la voie aérienne avec ces événements qui associent diminution de la commande et obstruction de la voie aérienne avec un protocole étape par étape, d'étapes de mesures pour corriger ces événements qui sont proposés les unes après les autres. Et vous voyez que la polysomnographie sous ventilation non invasive n'intervient que très tard dans l'algorithme pour les patients finalement auxquels on ne comprend pas et on n'arrive pas à corriger les anomalies à l'aide des données logicielles et de la capnographie transcutanée et d'un raisonnement qui est assez simple jusqu'à cette étape de la polysomnographie sous VNI. Pour terminer, un dernier mot sur l'atteinte de la toux. Vous savez que ces patients, donc, ils ont une insuffisance diaphragmatique et ils vont avoir besoin d'une ventilation non invasive qu'on va essayer d'optimiser du mieux possible au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, mais ils ont aussi une autre anomalie qui est l'atteinte de la toux qui, elle aussi, impacte, vous le voyez ici, lourdement sur la survie. Ce sont des patients qui sont en règle générale très atteints et qui ont une force de toux extrêmement faible et pour lequel on va proposer rapidement les techniques qui sont les plus renforçantes de la toux, et il y en a deux. Ici, vous avez les débits expiratoires de pointe qui sont atteints en fonction de la technique d'aide à la toux qu'on choisit. Vous voyez que le recordman, c'est très clairement le cofaciste que vous connaissez tous, mais qu'il ne faut pas négliger parce que les scores sont plutôt bons également. Les manœuvres de kinésithérapie respiratoire effectuées sous ventilation non invasive, avec éventuellement des ventilateurs dont les paramètres peuvent être modifiés pour le temps de la séance de désencombrement sous VNI et qu'en augmentant le volume inspiratoire, on augmente le volume prétoussif avec la ventilation non invasive et on facilite le désencombrement. Bien évidemment, pour les patients les plus affaiblis, il faudra passer au cofaciste. Pour prescrire le cofaciste, encore faut-il surveiller la force de toux des patients. Et donc, la force de toux des patients, elle se surveille extrêmement facilement avec un débit expiratoire de pointe à la toux. C'est le même petit appareil qu'on utilise pour la surveillance des asthmatiques qu'on va connecter à un masque. On met la petite flèche sur 0. On demande aux patients de tousser le plus fort possible dans le masque et le débit expiratoire de pointe est mesuré par la petite flèche qui monte ici. Ça prend quelques secondes, on le fait 3 fois pour être sûr qu'on est reproductible et on prend la meilleure valeur des 3 et on fait ça à chaque fois qu'on voit les patients, tous les 3 mois. En dessous de 255 litres par minute, on commence à avoir une toux affaiblie
qui nécessite de présenter au patient un inexsufflateur. Et en dessous de 160 litres par minute sont des patients qui doivent bénéficier d'une utilisation quotidienne d'un inexsufflateur au domicile. Et vous savez que les inexsufflateurs sur le marché, il n'y en a pas énormément de marques différentes. Il y a le leader ici qui est le Cofassist, et puis il y a certains centres qui utilisent du Clearway et d'autres encore moins nombreux qui utilisent des matériels de type Pegaso. Et ici, vous avez les paramètres pour la mise en place initiale du Cofassist. Pour ceux que ça intéresserait, on pourra en reparler éventuellement lors des questions, en sachant que le point le plus important probablement, c'est de transmettre ensuite l'information et l'utilisation de cet inexsufflateur au patient, à la famille qui peut l'utiliser à n'importe quel moment, et au kinésithérapeute libéral du domicile qui en règle générale n'a pas vu ou quasiment pas vu ce type de matériel au cours de ses études et ne le manipule pas de loin au quotidien. Et vous avez ici les références de la publication qui reprend l'ensemble de ces éléments. Vous voyez qu'elle est de mai dernier et qu'elle est parue dans la revue Respiratory Medicine and Research, qui est la revue des pneumologues nationale en anglais. Et je suis disponible pour vos questions. Je vais essayer de remettre ma tête, si je peux. Voilà. Ah, c'est bon, on me voit. Alors, je rappelle juste que vous pouvez poser vos questions sur le fil de conversation. Ah merde, mince, il n'y en a pas. Si, il y en a, mais il n'y a pas de questions. J'ai eu peur. Moi, j'aurais une petite question pour débuter. J'aurais souhaité qu'on parle un petit peu de la ventilation par embout buccal dans la prise en charge des patients SLA. Les intérêts en fait, de la ventilation par embout buccal. Et puis, ton retour d'expérience. Mon retour d'expérience. C'est un sujet qui a été abordé aux journées de coordination l'année dernière. Donc, c'est un sujet dont on a pu avoir un retour, en tout cas de l'expérience des centres français. Il y a très peu de centres en France qui font de la ventilation buccale chez les patients SLA. Vous savez que c'est une ventilation qu'on propose très typiquement aux patients neuromusculaires, mais surtout aux jeunes patients neuromusculaires qui ont notamment une myopathie de Duchenne ou une myopathie de Becker, et que ce sont les collègues qui travaillaient en pédiatrie chez les neuromusculaires qui ont introduit cette technique. Donc c'est plutôt une technique qui est réservée à des patients neuromusculaires qui ont une évolution lente et qui n'ont pas d'atteinte bulbaire. C'est une ventilation qui a un grand avantage, c'est-à-dire que le patient prend un volume et puis ensuite il peut parler, manger, et puis quand il est un peu essoufflé, il reprend un volume et il peut prendre en permanence, il est très dépendant de la ventilation non invasive, ou il peut prendre un petit peu, puis ensuite pendant 5 minutes faire autre chose. Ça s'installe accroché au fauteuil roulant dans la majeure partie des cas et ça s'utilise exclusivement la journée. On a des modes maintenant qui sont dédiés à la ventilation à la pipette buccale sur un certain nombre de respirateurs de niveau 3 qui évitent que la pipette ne souffle dans la joue du patient quand il ne l'utilise pas, donc qui sont d'une utilisation facile et confortable pour le malade. La problématique des patients SLA, c'est qu'on peut leur proposer cette ventilation quand ils ont besoin de la ventilation la journée, mais que le recours à la ventilation à la pipette buccale va être relativement court dans le temps de l'évolution de la maladie, parce qu'ils vont développer une atteinte bulbaire qui fait que la ventilation à la pipette buccale devient difficile et que du coup, il y a une éducation thérapeutique qui est nécessaire, qui est souvent longue et importante pour que les patients s'habituent à la ventilation à la pipette buccale et que malheureusement, une fois qu'ils y sont globalement habitués, c'est une technique qui devient insuffisante parce qu'ils deviennent incapables d'être bien étanches du fait de l'atteinte bulbaire autour de la pipette buccale. Donc finalement, c'est réservé à un nombre relativement restreint de patients qui ont une ventilation la journée, qui ont une bonne compréhension et qui n'ont pas une atteinte bulbaire très importante. Et finalement, le nombre de centres qui font de la ventilation à la pipette buccale chez les patients SLA, en France, ça se compte sur les doigts d'une main. Alors, j'en aurais une deuxième, du coup, aussi, sur l'intérêt de l'utilisation de l'alpha 300 dans la prise en charge des patients SLA. Est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser l'alpha 300 ou pas? Alors, il est pas dans une très bonne place dans les recommandations pour des raisons qui sont des raisons
pratique essentiellement. Donc l'alpha 300, vous savez que c'est de l'utiliser, enfin c'est surtout donc c'est un appareil qui s'utilise avec un embout buccal habituellement et qui va insuffler le malade jusqu'à ce que la pression dans les voies aériennes atteigne un seuil. Et quand la pression dans les voies aériennes atteint ce seuil, on passe en phase expiratoire. Donc c'est un appareil qui va permettre d'augmenter le volume prétoussif. On gonfle, la machine s'arrête et les patients toussent en dehors de l'appareil. Donc c'est un système qui va pallier l'inspiration et qui ne pallie pas la phase expiratoire de la toux. Et finalement, du coup, on a trouvé plus facile que les patients n'aient pas 3 appareils à la maison. Et finalement, on pense que le job de l'alpha 200, qui est de gonfler le malade avant qu'il tousse, il peut être fait par la ventilation non invasive que le patient a déjà, avec une assistance expiratoire qui va être les mains du kinésithérapeute qui aident pour l'expiration et pour l'exsufflation. Et puis que quand les malades sont plus faibles, eh ben, on passe directement au cofasciste parce qu'il n'y a probablement pas beaucoup d'intérêt de faire d'abord ventilation non invasive, puis à plus alpha 200 pour la toux, puis ensuite de switcher pour un inexsufflateur quand ils sont plus faibles, surtout que ça se passe dans un temps relativement restreint de quelques mois et que ça fait beaucoup de choses à apprendre pour les patients et pour les familles. Mais il y a une place comme pour tous les neuromusculaires de l'alpha 200, mais qu'on a trouvé en pratique pas très réalisable. Merci Marjolaine. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment oui. Moi, je vois rien dans ma conversation, mais peut-être parce que je n'ai pas cliqué au bon endroit. Je vais aller regarder. Non, j'ai juste un bonjour, c'est juste ça. J'ai pensé qu'il y avait une question en dessous. Okay. N'hésitez pas, je suis toute oui. Je me demandais comment faire pour mettre en place une ventilation précoce. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, mais on fait exactement pas très nombreux, Laure, je vous propose de prendre le micro si vous voulez. Non. Le micro ne marche pas. D'accord. Et ben, en fait, il n'y a pas de, pour ce qui est de la ventilation précoce, il n'y a pas de différence particulière. En fait, on fait la ventilation non invasive exactement comme d'habitude. La mise en route est la même. Oui, c'est pas votre question. Je savais bien que je l'avais pas bien compris, votre question. Je pense que vous êtes en train de taper la suite. Voilà, c'est ça. Oui, mais... Je comprends bien, je comprends parfaitement et c'est exactement ce que j'ai signalé pendant la présentation, c'est qu'il y a probablement un intérêt scientifique à mettre en place la ventilation non invasive précocement. Je ne vous l'ai pas dit parce que le temps était relativement restreint, mais on a aussi d'autres données qui sont issues de biopsie diaphragmatique quand les études ont été faites pour voir s'il y avait un intérêt à mettre un stimulateur diaphragmatique aux patients, et c'est là pour éviter le recours à la VNI. Un certain nombre de ces patients ont eu une biopsie diaphragmatique en même temps, et alors qu'on a inclus des patients qui étaient considérés comme avec une fonction diaphragmatique normale, c'est-à-dire CV normal, PI, SNP normal, pas de symptômes, on voit qu'il y a déjà une atrophie évoluée des fibres diaphragmatiques. Donc c'est sûr que on détecte même en mettant les seuils hauts de capacité vitale, de PI et de SNP, on est probablement déjà avec un diaphragme qui est atrophique. Donc il y aurait probablement un intérêt à la mettre plus vite. Mais quand les patients sont asymptomatiques, honnêtement, il n'y a pas de bonne solution pour leur faire accepter. Intellectuellement, on peut leur expliquer qu'on pense que si on économise le diaphragme avec une ventilation la nuit, on leur évitera d'être dépendant ou d'avoir une insuffisance respiratoire plus sévère. Mais en dehors de cet aspect informatif et explicatif, on n'a malheureusement pas de bons recours. Soit ils l'aiment bien
et ils font, soit ils font pas, mais la majorité des patients malheureusement ne font pas quand ils n'ont pas de symptômes. Et ma foi, ils l'ont à la maison, puis quand ils ont des symptômes, ils finissent par la mettre, ce qui n'est pas forcément non plus un mal. On a une autre question sur les techniques d'air stacking. Ouais. Sur les techniques d'air stacking, ah non, je l'ai pas vu celle-là, disons. Alors, c'était quoi sur les Est-ce que pour certains malades, les techniques d'air stacking peuvent complètement se substituer au cough assist, ou est-ce qu'avec la dysfonction diaphragmatique, ça finit toujours par être insuffisant? Eh ben, la réponse est tout à fait ça. L'air stacking, ça marche bien. Enfin, c'est le même principe. Hein. L'air stacking, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, on met un embout buccal, on insuffle avec un ballon ou on insuffle avec un ventilateur volumétrique, mais comme les volumétriques, ils sont quasiment plus jamais utilisés pour la vention neuromusculaire, souvent on insuffle avec un ballon, puis on demande aux patients d'accumuler les volumes courants. On insuffle une fois, on insuffle 2 fois, on arrive à insuffler 3 fois, et puis ensuite on enlève l'embout buccal et les patients toussent. Donc ça gonfle plus, ça augmente le volume prétoussif et du coup ça améliore l'efficacité de la toux. Ça aussi, c'est une technique qui est très utilisée chez les patients jeunes neuromusculaires. La problématique est la même que pour l'alpha 300, c'est que quand ils sont très faibles, ça ne compense pas la phase expiratoire. Donc le cough assist va à un moment être nécessaire parce qu'il faudra aussi compenser la phase expiratoire. Et l'autre problématique est qu'il faut une glotte qui est parfaitement fonctionnelle puisqu'il faut être capable de gonfler, fermer la glotte pour garder son volume, réouvrir pour prendre le deuxième volume, et ainsi de suite jusqu'au troisième, voire jusqu'au quatrième volume courant, et que là, il faut avoir une atteinte, il faut vraiment avoir aucune atteinte bulbaire pour être capable de faire de l'air stacking. Donc, c'est beaucoup de temps d'éducation passé pour une technique qui va être utilisée finalement peu de temps dans l'évolution de la maladie. Et il y avait une question sur les directives anticipées et sur la proposition de trachéotomie. Alors, il y a un paragraphe très politiquement correct dans les recommandations. Et le paragraphe très politiquement correct dans les recommandations dit que la trachéotomie doit être proposée aux patients dont le contexte social et familial permet d'envisager ce type de traitement. Et que très clairement, la trachéotomie, je ne l'ai pas mise en option parce que contrairement à d'autres malades neuromusculaires pour lesquels on discute de la trachéotomie parce qu'on est dans les limites techniques de la ventilation non invasive et qu'on n'a pas une ventilation non invasive de bonne qualité, la discussion de trachéotomie dans la SLA, elle est beaucoup plus philosophique, elle est liée à l'âge du patient, à son recours familial, à la possibilité d'avoir des aidants 24 heures sur 24, plus qu'à des problématiques d'efficacité de la VNI. Je ne vois pas d'autres questions. Ok. Est-ce qu'il y a une différence? Il y en a une dernière, mais ouais. Je ne la vois pas en entier. Je vois qu'il y a un début de question. Est-ce qu'il y a une différence? Mais je ne vois pas la suite. Ça va arriver, je n'ai pas la fin non plus. Vous pouvez prendre le micro aussi, hein. Mais je crois que c'est la dame qui nous a dit que son micro ne fonctionnait pas. Pas de suite. Non, apparemment non. Bon. Ah si. Si. Est-ce qu'il y a une différence d'efficacité entre la forme bulbaire et la forme motrice? J'avais notion que cela fonctionnait pas bien chez les bulbaires. Donc en fait, c'est effectivement, ça c'est une vieille donnée et qui est issue de l'étude initiale de Bourque qui a été publiée en 2006, qui est l'étude qui a permis d'arrêter les débats philosophiques qu'on avait sur est-ce bien de prolonger la vie des gens qui ont une SLA parce que finalement ils ont une maladie neurodégénérative. Et quand on a démontré que la VNI, ça améliorait la survie des malades et la qualité de vie, c'est en 2006. Cette étude de Bourque, elle ensuite sous-classe les patients entre est-ce qu'ils ont une atteinte spinale ou est-ce qu'ils ont une atteinte bulbaire, et l'amélioration de la survie n'existait pas chez les patients bulbaires.
En réalité, en 2006, on faisait probablement pas très attention à la qualité de la ventilation non invasive, même c'est sûr qu'on n'y faisait pas attention, et les patients bulbaires sont plus difficiles à ventiler et leur qualité de ventilation non invasive est toujours un peu plus tricky que celle des patients spinales. Et en fait, quand on refait les études de la même que Bourque, mais qu'on actualise les données, qu'on apprend des patients qui sont plutôt ventilés dans les années fin 2015, entre 2015 et 2020, il n'y a plus cette différence de survie entre les patients SLA bulbaires et non bulbaires, probablement parce qu'on a fait des progrès dans la gestion des bulbaires et que du coup la différence de survie s'est effacée en 10 ans. Ok, je pense que ça a l'air d'être calme au niveau des questions. Quels ajustements potentiels proposez-vous pour gagner en observance ou en efficacité? Oui, j'ai pas mis ces diapositives-là. Alors, le problème des patients bulbaires, il y en a plusieurs. D'abord, alors pour les uns, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses, je pense, à prendre en compte. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la technique de la ventilation non invasive et puis il y a d'autres choses qui sont plutôt médicamenteuses. La première chose, je pense, pour les patients bulbaires, c'est qu'il est utopique d'imaginer ventiler un patient bulbaire avec une interface nasale, parce que vraiment, ils sont incapables de contrôler l'ouverture buccale et qu'ils sont tous avec une interface nasobuccale ou bucco-nasale bucco-narinaire, voilà, je vais trouver mon mot, bucco-narinaire pour certains, mais en général, quand même, on choisit une interface qui prend le nez, la bouche, parce que sinon, c'est l'échec total en termes de fuite. La deuxième chose, c'est qu'ils sont souvent atteints d'une hypersialorée et que si on ne gère pas l'hypersialorée, on a beaucoup de mal à ventiler ces patients parce qu'effectivement, on ventile et puis en fait, on arrive dans l'arrière-gorge, il y a plein de sécrétions, ça crée un inconfort, ça crée de l'inhalation, ça fait des asynchronismes et du coup, effectivement, la gestion médicamenteuse de l'hypersialorée, c'est important pour l'efficacité et pour la tolérance. Alors, dans la gestion médicamenteuse de l'hypersialorée, il y en a certains que vous connaissez qui sont les patchs de scopoderme, ça c'est classique. On peut utiliser également les gouttes d'atropine. Certains centres utilisent l'injection de toxines botuliques dans les glandes salivaires, même si ça marche très bien, mais il faut renouveler les injections au bout de 8 semaines, ce qui peut être un peu laborieux pour les patients. Et puis certains centres encore ont testé, mais c'est plus trop à la mode et ça se fait plus trop. C'est les techniques de radiothérapie des glandes salivaires, mais ça n'est pas très à la mode et ça ne se fait, je crois, plus vraiment, en France en tout cas, plus vraiment. Donc ça, c'est la prise en charge de l'hypersialorée, c'est important. Et puis ensuite, souvent, ce sont des patients qui ont ces fameux événements, qui ont à la fois une diminution de la commande et une obstruction des voies aériennes. Et c'est souvent des patients pour lesquels, honnêtement, ça marche mieux si on met d'emblée une PEP élevée. Et il ne faut pas hésiter, il faut monter les pressions expiratoires positives au-delà de 10 voire 14 cm d'eau quand on n'est pas satisfait des résultats. Et il faut vraiment monter relativement beaucoup plus haut que les patients neuromusculaires standards. Et puis souvent quand même, ils sont mieux ventilés aussi avec des fréquences respiratoires qui les capturent. Et donc là aussi, contrairement à ce que vous avez probablement l'habitude de faire dans d'autres indications ou d'autres maladies, les fréquences respiratoires qui marchent le mieux sont plutôt aux alentours de 10-18. Donc finalement, c'est des pressions et des fréquences relativement élevées qui donnent les meilleurs résultats, surtout chez les patients qui ont une problématique d'atteinte bulbaire. Après, il y a tout le questionnement des modes hybrides qui sort un petit peu, enfin qui devient un questionnement compliqué. Possiblement quand même que les modes hybrides ont une place chez les patients qui ont une atteinte bulbaire importante. Les réglages de PEP élevés, bah écoutez, non. Franchement, les malades les mettent tout autant. Et on n'a pas de problème d'observance avec les pressions élevées. Ils les mettent toute la nuit sans difficulté. Oui, très bien. Pour le score de l'orthopnée,
pour le score de l'orthopnée, c'est le score de l'orthopnée qu'utilisent les neurologues. En vrai, les patients qui ont une SLA sont évalués tous les mois, enfin tous les 3 mois, pardon, par le neurologue et ils remplissent une échelle qui s'appelle l'échelle de l'ALSFRS. R pour réviser. Cette échelle, elle a plein de paragraphes sur est-ce que vous êtes capable de marcher, est-ce que vous êtes capable de vous habiller, est-ce que vous êtes capable de monter des marches, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que vous êtes capable d'écrire? Bon, bref, il y a plein d'items sur le déficit des membres supérieurs. Il y a quelques items sur la dysphagie et la dysphonie pour l'atteinte bulbaire. Il y a 2 items respiratoires. Un item qui est consacré à l'essoufflement. Est-ce que vous êtes essoufflé pour marcher? Est-ce que vous êtes essoufflé pour vous habiller? Est-ce que vous êtes essoufflé au repos? On a considéré que s'ils remplissaient le code, donc il y a 4 grades de 1 à 4, s'ils ont un score à 2 qui est considéré comme une orthopnée au moindre effort, c'est-à-dire parler, manger et s'habiller, ils avaient une indication à la ventilation non invasive. Et le système est le même pour la question qui suit juste après dans la LSFRS, qui est la question sur l'orthopnée. Est-ce que vous dormez normalement? Est-ce que vous avez rajouté un oreiller, 2 oreillers? Est-ce que vous êtes incapable de dormir autrement qu'assis? Et on a considéré que si le score était à 2 dans la SFRS, qui correspond à 2 oreillers, on mettait en route la ventilation non invasive. Voilà. Ok. D'autres questions? Parfait. Bon. En Merci même temps, beaucoup, 19 Marjolaine. heures, c'est beau cette synchronisation. On finit pile poil à l'heure. Merci beaucoup pour ton intervention qui était très intéressante. Merci aussi à vous tous. Je suis en train de regarder parce que je vois que ça se raffiche, mais c'est un grand merci aussi. Merci à vous tous pour votre présence à ce webinaire et votre intérêt. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous remercie d'avoir participé au nom de toute l'équipe d'Elivie. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.